Hexagone, actualité. Déclaration de politique générale, j'ai affirmé une conviction profonde. Les Outre-mer sont une chance inestimable pour notre pays. Les femmes et les hommes des Outre-mer, par leur histoire, leur diversité et leur dynamisme, participent à l'âme de notre pays. En me rendant à La Réunion en mai, comme lors de chacun de mes déplacements dans les Outre-mer depuis 2017, j'ai vu une jeunesse prête à s'engager, un patrimoine naturel exceptionnel à protéger et des opportunités remarquables pour notre économie et notre attractivité. Cependant, je sais aussi que les Outre-mer sont des territoires de défis qui attendent des réponses sur des questions clés comme la vie chère, l'emploi, la qualité de nos infrastructures et de nos services publics, la sécurité ou encore la transition écologique. Je sais aussi que les territoires ultramarins ont chacun leurs enjeux spécifiques que nous devons impérativement mieux prendre en compte. Depuis 2017, notre majorité a eu pour objectif d'améliorer par des mesures concrètes la vie quotidienne de nos 2,6 millions de compatriotes des Outre-mer. Et nous avons obtenu des résultats. En 6 ans, le taux de chômage a baissé de 6 points, 40 000 chômeurs ont retrouvé un emploi, 1 200 policiers et gendarmes supplémentaires ont été déployés, 55 000 logements sociaux ont été construits et 110 espaces France Service ont été ouverts. Mais vivre en Outre-mer, c'est l'engagement qu'a pris le président de la... Mieux vivre en Outre-mer, c'est l'engagement qu'a pris le président de la République devant les élus ultramarins le 7 septembre dernier, et c'est le sens du comité interministériel des Outre-mer que j'ai présidé aujourd'hui. Ce comité constitue l'aboutissement de mois de travail et de concertation avec les acteurs de terrain sous l'égide du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, et du ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco. Nous avons donc, en présence de plusieurs membres du gouvernement, décidé de mettre en place plus de 70 mesures avec une seule boussole, l'efficacité. Nous voulons que nos compatriotes ultramarins vivent mieux et qu'ils voient des changements rapidement. Je laisserai le soin au ministre de présenter plus spécifiquement les mesures que nous avons décidées, mais je voulais revenir avec vous sur les principales orientations de ce comité interministériel. Les enjeux économiques, d'emploi et de pouvoir d'achat restent centraux dans ces territoires et nous devons continuer à agir. Pour stimuler l'activité et lutter contre la vie chère, nous engagerons la refonte de la fiscalité, en particulier de l'octroi de mer, et nous renforcerons le dispositif des zones franches d'activité nouvelle génération. Nous renforcerons aussi les moyens dédiés au contrôle de la concurrence et nous favoriserons les échanges avec les bassins régionaux en mettant en place des plateformes d'équivalence de normes. J'ajoute qu'au-delà de la question de la vie chère, nous devons continuer à permettre à l'économie des territoires ultramarins de se développer et soutenir notamment notre agriculture en assurant la montée en puissance des crédits d'aide à la diversification. C'est un enjeu de souveraineté alimentaire. Ensuite, nous avons pris plusieurs décisions fortes pour faciliter et améliorer la vie quotidienne en Outre-mer. Nous devons en particulier agir pour les familles et répondre à leurs problématiques spécifiques. Plus de 10 000 solutions nouvelles d'accueil de jeunes enfants seront donc financées. Nous prenons aussi des mesures spécifiques pour l'école. Avec les communes, nous contribuerons au financement de la gratuité des manuels scolaires dans le primaire. Pour la santé, l'offre médico-sociale pour les personnes handicapées fera l'objet d'un plan de rattrapage de 150 millions d'euros. Je sais aussi, et les échanges que j'ai pu avoir avec les élus ultramarins me l'ont confirmé, mieux vivre en Outre-mer, c'est pouvoir mieux se loger. Comme je l'avais annoncé en mai à La Réunion, nous augmenterons l'aide de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat pour la rénovation des logements par les propriétaires bailleurs sous condition de loyer, et la rénovation des logements sociaux sera accélérée grâce à l'élargissement du crédit d'impôt à l'ensemble des territoires. Agir pour les Outre-mer, c'est aussi miser sur les atouts de ces territoires, je pense en particulier à la jeunesse. Nous devons donner aux jeunes les moyens de choisir leur avenir professionnel. Pour y parvenir, nous avons décidé de rénover plus de 600 logements étudiants,
de revaloriser les bourses dans les Outre-mer en complément de la revalorisation nationale. Cela représente 800 € de plus par an pour un étudiant boursier. Un autre enjeu majeur pour le quotidien des ultramarins, c'est la question des infrastructures. Les nouveaux contrats de convergence et de transformation 2024-2027 permettront de financer avec les collectivités les investissements nécessaires au développement des territoires. Ainsi, le comité interministériel a validé un montant de 2,3 milliards d'euros, soit près de 400 millions d'euros de plus que les contrats actuels, prioritairement pour financer les réseaux d'eau et d'assainissement, les infrastructures de transport et les écoles. Je voudrais aussi avoir un mot particulier pour Mayotte, département aux enjeux très spécifiques. Nous suivons la situation mahoraise de très près. Les ministres s'y sont rendus à plusieurs reprises. Nous avons décidé de relancer l'élaboration d'un projet de loi spécifique pour Mayotte, en concertation bien sûr avec les élus mahorais, pour renforcer l'efficacité des politiques publiques sur le territoire. Par ailleurs, toujours à Mayotte, le gouvernement est pleinement mobilisé dans le cadre de la crise actuelle de l'eau. Dès demain, le décret gelant le prix de l'eau en bouteille sera publié et pour l'avenir, le financement de l'usine de désalinisation sur Grande Terre est désormais garanti. Plus globalement, tous les acteurs publics de ces territoires s'accordent sur la nécessité de mieux adapter les cadres législatifs et réglementaires aux réalités des Outre-mer. Je vous annonce donc que j'ai demandé au secrétariat général du gouvernement et au secrétariat général des affaires européennes de contrôler, avec l'appui du ministère des Outre-mer, la bonne prise en compte des enjeux ultramarins dans tous les projets de textes nationaux et européens. Je partage avec les parlementaires ultramarins la volonté de réduire le nombre d'ordonnances d'adaptation a posteriori. En présidant ce comité interministériel, j'ai voulu rappeler notre méthode, l'échange et la concertation avec l'ensemble des acteurs, ainsi que la prise en compte des réalités locales pour bâtir des solutions adaptées à chaque territoire. Pour suivre la bonne mise en œuvre de ces décisions, je souhaite qu'un comité interministériel des Outre-mer se réunisse chaque année. Vous le voyez, les mesures que nous prenons touchent des domaines très nombreux de la vie de nos concitoyens vivant dans les Outre-mer, mais elles ont un point commun qui est notre objectif principal avec Gérald Darmanin et Jean-François Carenco, la recherche de solutions concrètes et de résultats rapides. En agissant contre la vie chère et pour l'emploi, en faisant de la jeunesse notre priorité et en arrêtant des mesures concrètes pour changer la vie quotidienne dans les Outre-mer, nous voulons faire vivre chaque jour la promesse républicaine dans nos territoires ultramarins. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Gérald Darmanin, puis Bruno Le Maire et Jean-François Carenco. Merci Madame la Première ministre, Messieurs les ministres. À mon tour de remercier le travail fait par le ministre délégué Jean-François Carenco et toute la direction générale aux Outre-mer. Revenir donc sur les trois priorités évoquées par la Première ministre. La création de valeur. C'est très important que les Outre-mer, dans leur diversité, puissent créer la richesse pour être autonomes sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique, sur le plan économique. Et évidemment, le travail que mène le ministre de l'Économie et des Finances, et nous le remercions avec Jean-François Carenco sur la réforme de l'Outre-mer, sur laquelle il reviendra, est très important pour nous. Évidemment, la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a évidemment dans les Outre-mer, quelles que soient ces Outre-mer, des difficultés extrêmement fortes liées au réchauffement climatique, notamment les traits de côte, où les populations sont particulièrement concernées, où la biodiversité est particulièrement touchée. Et on aura l'occasion d'y revenir. Et je me rendrai le 15 août prochain à la demande du président de la République et de la Première ministre en Polynésie, avec la ministre par ailleurs en charge des sports, pour pouvoir évoquer ce sujet extrêmement important avec le nouveau gouvernement de Polynésie. Et vous savez que le président de la République se rend à partir de dimanche en Nouvelle-Calédonie, où il évoquera également ces questions, le Pacifique étant particulièrement touché. Et puis la vie quotidienne des habitants, sur lequel reviendra le ministre délégué, avec beaucoup de travaux qui sont désormais aboutis après un an de concertation. Je voudrais évoquer également en effet la mise à jour du projet de loi Mayotte, donc un projet de loi spécifique pour l'île de Mayotte, après les opérations de sécurité, de lutte contre l'immigration illégale qui ont apporté du repos, si j'ose dire, à l'île archipel de Mayotte. Aujourd'hui, Mayotte fait face à une sécheresse importante et pour laquelle la Première ministre a demandé que nous nous mobilisions, ce qui fait que chaque semaine désormais nous nous organisons avec le préfet de département, le préfet de zone et les élus pour lutter contre cette sécheresse qui touchera l'île de Mayotte malheureusement jusqu'à la fin de la saison sèche. Une transformation profonde évoquée par la Première ministre, mais aussi évidemment une transformation pour le département de Mayotte avec une loi d'urgence de construction d'habitat, de suppression de normes,
mais également, bien sûr, un travail fait pour la petite enfance et l'accueil de l'enfant avec la ministre en charge de l'enfance, et aussi, c'est très important, la convergence sociale pour pouvoir permettre en 2031, comme l'a évoqué le président de la République, Mayotte et aux Mahorais, d'être un véritable département français dans son fonctionnement. Ce projet de loi sera donc présenté à la table du Conseil des ministres dans l'année qui vient, si nous le pouvons, dans les 6 mois qui viennent, après concertation avec les élus locaux. Je me rendrai une nouvelle fois avec le ministre délégué à Mayotte à la rentrée du mois de septembre. Enfin, peut-être un point particulier, puisque le ministre délégué rentrera dans le détail des questions quotidiennes, la création d'une préfecture à Saint-Martin, Saint-Barthélemy de plein exercice. Aujourd'hui, c'est une préfecture déléguée, après la reconstruction évidemment de Saint-Martin et après les difficultés que connaît Saint-Barthélemy. Le président de la République tient ainsi la promesse de son premier quinquennat, et donc il y aura une préfecture de zone en Guadeloupe et une préfecture de plein exercice à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Merci Madame la Première ministre, Messieurs les ministres. Un point d'abord sur la refonte de l'octroi de mer, qui est évidemment un sujet essentiel pour les territoires d'outre-mer. L'octroi de mer contribue à la vie chère en outre-mer. Et je pense que plus personne ne conteste aujourd'hui ce diagnostic. Il comporte plusieurs milliers d'articles soumis à des taux de prélèvement qui sont très variables et dont beaucoup n'obéissent plus à aucune logique. Quand vous avez un taux de 30% sur le riz qui est importé en Martinique, alors même que l'île ne produit pas ou que très peu de riz, cela n'a absolument aucun sens, cela ne fait que contribuer à la vie chère pour le quotidien de nos compatriotes d'outre-mer. Nous sommes donc totalement déterminés, avec le président de la République et la Première ministre, à engager une refonte en profondeur de l'octroi de mer, avec un objectif principal, lutter contre la vie chère pour nos compatriotes. Cette réforme, elle va prendre du temps, parce qu'il faut réexaminer chacun des taux. Elle demande également que nous garantissions à toutes les collectivités d'outre-mer leur bon financement. Je rappelle que l'octroi de mer contribue au financement à la fois des régions et des communes pour un montant total de 1,4 milliard d'euros. Il faut garantir à l'euro près le bon financement des collectivités locales. Cette refonte en profondeur de l'octroi de mer se fera donc dans les mois qui viennent, en concertation étroite avec l'ensemble des élus, avec un objectif, introduire cette réforme lors du projet de loi de finances de 2025, qui sera donc étudié et adopté fin 2024, avec pour objectif final une réforme définitive, totalement adoptée et mise en œuvre au plus tard en 2027. Donc première étape au budget 2025 adopté fin 2024 et une réforme définitive qui doit être totalement appliquée en 2027. Le deuxième objectif dans les domaines de compétences qui sont les miens, c'est de revoir les dispositifs de défiscalisation des investissements productifs. Je vais être très clair sur l'objectif de cette réforme pour éviter tout malentendu. Ce n'est pas une réforme de rendement budgétaire. C'est une réforme d'efficacité de la dépense publique. Il ne s'agit pas de tailler dans la dépense, nous le faisons ailleurs avec de bons motifs avec la Première ministre, mais là, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est tout simplement de garantir que quand il y a défiscalisation, cela va bien à nos compatriotes, profite à l'investissement économique dans les territoires et qu'il n'y a pas de perte en ligne. Or, il nous semble qu'il y a beaucoup de pertes en ligne dans cette défiscalisation outre-mer. Nous voulons que l'argent investi à travers la défiscalisation aille bien à l'investissement productif et à chacune et à chacun de nos compatriotes. Je fixe également un deuxième objectif à cette revue des dispositifs de défiscalisation, c'est le verdissement. Vous savez que nous avons pris la décision avec la Première ministre de basculer d'une fiscalité brune à une fiscalité verte. Cela vaut pour tous les dispositifs. Les dispositifs de défiscalisation outre-mer doivent servir aussi le verdissement de l'économie. Troisième élément, pour lutter contre les situations de monopole que nous connaissons parfois dans ces territoires, nous renforcerons les moyens de contrôle de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes en créant 10 postes supplémentaires spécifiquement dédiés à l'outre-mer. Enfin, après en avoir discuté longuement, notamment avec le président Letchimy, nous avons donné notre accord au retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes. Je crois que c'est un pas symbolique important qui était attendu par ces territoires et que nous avons décidé avec la Première ministre il y a quelques jours. Merci, Monsieur le ministre. Madame la Première ministre, Messieurs les ministres, je voudrais pour ma part insister
sur l'événement incroyable, ça fait 5 ans qu'il n'y avait pas eu de SIOM. Il y avait 17 ministres autour de la table, je les ai comptés à l'appel de Madame la Première ministre, 17 ministres qui ont tous proposé des mesures que vous trouverez dans le texte. La méthode, avant, remonter des informations du terrain, plusieurs centaines, voire plus de 2000 propositions, les trier, les classer, des rimes, et tout ce qui a été proposé à Madame la Première ministre avait fait l'objet d'un accord des ministères. C'est tout à fait considérable. Et maintenant, nous allons travailler à la mise en œuvre avec les collectivités locales. J'accompagnerai Gérald Darmanin, parfois j'irai tout seul, pour essayer de définir une espèce de feuille de route à la suite de ces SIOM, avec chacun des présidents compétents. Madame la Première ministre l'a rappelé, c'est quand même beaucoup d'engagements financiers, ça doit être aussi beaucoup de responsabilités de la part des élus locaux, des collectivités territoriales. Le SIOM n'était pas, je le rappelle, je ne sais pas si ça a été dit ce matin tôt, ça ne parlait pas de sécurité, ça ne parlait pas d'immigration, c'est des sujets qui sont à part. Un sujet, le contrat de plan, la Première ministre a évoqué, nous pouvons maintenant, avec l'enveloppe, commencer à travailler. Si je devais classer les engagements les plus forts, l'éducation, du plus jeune âge vers les étudiants, puis la formation professionnelle. Vous avez dans les documents que vous avez des mesures sur l'accueil en crèche, la langue originelle, qui est tout à fait importante, je rappelle, 49 langues en Guyane, 70% ne parlent pas français à la naissance. C'est cela, avec Papendiaï, nous travaillons. Les langues régionales, les livres, les petits déjeuners, la restauration scolaire, les bourses étudiantes, avec un effort considérable. 67 € de plus par mois pour arriver à, je crois, 680 € par an. En complément, c'est exceptionnel. Les CFA, la rénovation des logements étudiants. Deuxième sujet, évidemment, l'économie, avec l'octroi de mer, les zones franches, les moyens de la concurrence et un fonds d'investissement outre-mer sur lequel nous travaillons avec les services du ministère des Finances. Le marquage RUP plutôt que le marquage CE, la Banque des Caraïbes, le plan de souveraineté alimentaire et les pesticides sur lesquels Marc Fesneau travaille remarquablement pour essayer d'éviter d'être toujours dans la dérogation ou l'interdiction. C'est pas comme ça qu'on travaille, c'est beaucoup plus complexe. La mobilité, c'est une demande très forte, on y répond, à la fois en sauvant des compagnies et en travaillant avec la DOM qui devient le pivot absolu de cette mobilité. Le foncier, merci à monsieur le garde des Sceaux d'avoir travaillé sur les problèmes de remise en ordre du foncier, sans laquelle il n'y a pas de développement, transfert du foncier de l'État en Guyane. Moi, je voulais dire que les accords de 2017, c'est Madame la Première ministre qui les traduit aujourd'hui en pratique. On a dit on va le faire et puis on n'a rien fait. Et donc là, il est proposé de le faire sous l'autorité de Madame la Première ministre. Prolonger la loi Letchimy, les équipements d'intérêt général dans les communes soumises à la loi littorale, voilà, c'est une rénovation complète de notre capacité à agir outre-mer. Enfin, le changement climatique, et je m'arrêterai là-dessus. Changement climatique, on est au cœur des pays menacés. Pas à Marseille ou à Paris, mais sur les îles et les atolls de Polynésie. Vous savez que le ministre de l'Intérieur a ouvert, il faut éviter que l'Isthme se coupe en deux. Il faut reloger tout le village de Mayotte, de Miquelon, éviter que l'Isthme entre Miquelon et Langlade se coupe. Donc c'est des sujets ponctuels et parallèlement, le comité de planification écologique sous l'autorité d'Antoine Peillon développera d'ici un an un plan pratique, territoire par territoire, sur ce qu'il faut faire. Je remercie la Première ministre d'avoir fait, dans ce cadre de la planification écologique, de l'outre-mer une des priorités. Ce sont les plus touchés et j'aurai plaisir à travailler avec Antoine Payan. ONews Radio sur outremernews.fr.